Le message ici est clair. L'Ukraine ne sera pas forcée de se rendre pendant que les régions russes font littéralement faillite. C'est pourquoi Poutine voulait un accord rapide et que l'Ukraine capitule. Mais maintenant, la contre-proposition européenne élimine complètement la reddition de l'Ukraine comme option. Et la Russie rejette déjà cela. Cela prouve la vérité ultime. La Russie ne veut pas la paix, mais la capitulation. Pourtant, c'est Poutine qui manque de temps. Abordons la situation économique russe. Un ministre régional des finances russes vient d'annoncer qu'il suspendra les paiements aux soldats qui participent à cette opération militaire spéciale lancée par Poutine. Imaginez la gravité réelle de la situation en Russie. Poutine veut reconstruire l'Union soviétique, mais les soldats qui meurent pour lui ne reçoivent même pas leur salaire parce que la Russie manque d'argent. C'est pourquoi les pays européens ne lâchent pas l'Ukraine, comme l'indiquent certaines grandes économies d'Europe. Ici, nous avons le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui précise que la chose la plus importante dans cette négociation est de s'assurer que la souveraineté de l'Ukraine ne soit pas remise en question. Écoutez bien. Eh bien, nous sommes au courant de ce plan en 28 points depuis vendredi dernier. J'ai eu un appel avec le président Trump avant de partir. Je lui ai dit que nous pouvions être d'accord sur certains points, mais qu'il y en avait d'autres sur lesquels nous ne pouvions pas être d'accord. Et je lui ai dit que nous sommes totalement en accord avec l'Ukraine, que la souveraineté de ce pays ne doit pas être mise en danger. Dans cette mesure, nous sommes en plein milieu de négociations très difficiles qui se déroulent actuellement à Genève. Nos conseillers à la sécurité nationale sont là-bas et discutent avec la délégation américaine ainsi qu'avec la délégation ukrainienne. Et nous ne savons pas quelle pourrait être l'issue de ces discussions. En fin de compte, la souveraineté de l'Ukraine ne peut pas être remise en question. On a discuté de négociations toute la journée d'hier. Dimanche, des délégations de nombreux pays différents étaient en Suisse, plus précisément à Genève, simplement pour négocier. Nous avions des diplomates d'Ukraine, des États-Unis, du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne. Ce matin, des responsables ukrainiens ont rencontré leurs homologues européens. Et ensuite, ils ont eu une très longue, et je veux vraiment dire une très longue, négociation avec les États-Unis. Je suis presque sûr que cela a duré environ 12 heures, ou quelque chose comme ça. Pendant que toutes ces négociations avaient lieu, nous avons obtenu plus de détails sur le contre-plan de paix que les pays européens présentent aux États-Unis. Passons rapidement les détails en revue. Maintenant, l'objectif principal de ce plan est simplement de corriger les points problématiques du plan initial. Alors parcourons les changements, au lieu de passer en revue l'ensemble du plan. Le plan initial prévoyait une armée ukrainienne limitée à 60 000 personnes. Le nouveau plan fixe ce nombre à 80 000. Et cette limite ne s'appliquerait qu'en temps de paix. Ainsi, si la Russie lance une guerre, l'Ukraine ne devrait pas être limitée. À mon avis, ce point fait partie de ceux qui ne sont pas si importants. Et juste pour donner un peu de contexte, avant que cette guerre ne commence, avant 2022, l'armée ukrainienne comptait seulement 250 000 personnes. Elle compte environ 90 000 personnes. Mais nous savons tous qu'il sera difficile pour l'Ukraine de maintenir, ou même de se permettre cela une fois la paix revenue. Donc, le nombre va probablement se stabiliser entre 40 000 et 50 000, c'est ce qu'estiment les experts. Le plafond de 60 000 était déjà largement supérieur. Ce n'est pas un plafond, mais le chiffre de 80 000 accorde simplement plus de marge à l'Ukraine. Maintenant, regardons les autres points que cette nouvelle proposition modifie, plus précisément la section sur le territoire. Le plan initial prévoyait que la Crimée, Luhansk et Donetsk seraient reconnus de facto comme russes, même par les États-Unis. Ensuite, Kherson et Zaporijia seront gelés le long des lignes de front. Puis la Russie renoncera au contrôle de tous les autres territoires qu'elle contrôle à l'intérieur de l'Ukraine. Tout cela convenait. Honnêtement, je pense que l'Ukraine accepterait. Mais l'essentiel était la fin. Ce plan demandait à l'Ukraine d'abandonner la ceinture de forteresses qu'elle contrôle actuellement à l'intérieur de Donetsk. C'est quelque chose que la Russie essaie de conquérir depuis 11 ans, et elle n'a pas réussi. Mais selon ce plan, cette zone deviendrait une zone démilitarisée. Zone démilitarisée, où elle serait techniquement russe, mais les soldats russes ne pourraient pas y aller. Maintenant, juste pour donner un peu de contexte concernant les zones démilitarisées. La zone démilitarisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord fait environ 2 miles, soit 4 km de large. C'est celle que tout le monde connaît. Cette zone mesure maintenant environ 40 km, soit 25 miles de large.
Ce sera donc une zone démilitarisée très difficile. Écrira dans sa constitution qu'elle ne rejoindra jamais l'OTAN. Au lieu de cela, la nouvelle proposition dit que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sera décidée par les membres de l'OTAN eux-mêmes. Maintenant, selon les règles de l'OTAN, chaque membre doit approuver l'adhésion de tout nouveau pays. Cela n'arrivera pas bientôt. Même les États-Unis s'opposent actuellement à l'adhésion de l'Ukraine. Même si les États-Unis disent cela, je suis sûr que l'Allemagne, ou sinon la Hongrie, aurait un problème. Parce qu'ils ne veulent pas de l'Ukraine dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. Donc la Russie n'a pas à s'inquiéter de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de sitôt. Mais passons à d'autres points. Le plan supprime également une disposition qui disait que les fonds russes gelés actuellement en Europe. Environ 80% d'entre eux iront principalement aux États-Unis ou en Ukraine pour la reconstruction. Seuls 100 milliards iront à l'Ukraine. Les bénéfices de la reconstruction profiteront aux États-Unis. C'était une sorte de disposition comique à inclure. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que l'Europe n'a pas du tout été incluse dans la rédaction de cette demande. Et les fonds se trouvent principalement en Europe. Et les pays européens ont été très clairs sur le fait que, si vous allez prendre une décision qui concerne l'Europe, vous devez inclure les pays qui vont exécuter ces décisions. Et ils étaient fermement opposés à ce que de l'argent aille aux États-Unis. L'argent devait aller à l'Ukraine ou à la Russie. Mais il n'ira à la Russie que si la Russie accepte de payer des réparations de guerre à l'Ukraine. Ce que nous savons tous ne se produira jamais. Cela signifie que tout cet argent russe qui est en Europe ira simplement à l'Ukraine une fois que cette guerre sera terminée, afin qu'ils puissent les reconstruire. Mais cela nous amène à un point important. Il y avait beaucoup de dispositions dans le plan initial qui concernèrent des pays européens comme la Pologne, et bien sûr la Belgique, l'Allemagne et d'autres pays. Et l'Europe n'a pas du tout été consultée. Le chancelier allemand affirme publiquement que l'Europe doit participer à ce plan de paix, car elle est bien plus concernée que les États-Unis. Écoutez bien. Vous dites que cela ne peut pas se faire sans l'accord des Européens, sans leur implication, mais quel levier l'Europe a-t-elle réellement ? Eh bien, il y a tellement d'éléments dans ce plan qui nécessitent l'accord de la partie européenne, et je vais vous donner un exemple. Les avoirs russes qui sont basés à Bruxelles ne peuvent pas être versés aux Américains. C'est impensable. Donc, si ce plan devient réalité, le soutien des Européens est absolument nécessaire et c'est la raison pour laquelle nous sommes à la table. Maintenant, en plus de cela, le plan européen prévoit également que l'Ukraine recevra une garantie similaire à l'article 5 de l'OTAN, ce qui signifie qu'une attaque contre l'Ukraine serait considérée comme une attaque contre l'OTAN. Cela peut surprendre, mais c'était en fait prévu dès le départ. Les 28 points initiaux stipulaient que l'Ukraine recevrait des garanties de sécurité. Et avec cette lettre de demande initiale, ou la lettre des 28 points, il y avait une seconde lettre qui expliquait en quoi consistaient ces garanties de sécurité. Et ils ont essentiellement déclaré que si la Russie menait une attaque prolongée, cela serait considéré comme une attaque contre l'Alliance occidentale, et tout le monde réagirait en conséquence. Beaucoup ont eu un problème avec la partie prolongée, car on ne sait pas ce que cela signifie. Ils retirent désormais la partie prolongée, et offrent à l'Ukraine une garantie proche de l'article 5 de l'OTAN. Maintenant, je sais que ce plan comporte beaucoup de points très favorables à l'Ukraine, et certaines personnes disent que la Russie n'acceptera jamais cela. Très bien. Si la Russie souhaite négocier, elle peut venir. Je rappelle à tous, y compris le dernier plan rédigé par Kirill Dmitriev, le larbin de Poutine. Poutine a dit qu'il n'allait pas accepter ce plan,
mais qu'il était prêt à négocier dessus. Eh bien, devinez quoi? La Russie peut venir négocier sur ce plan. Mais comme je l'ai dit tout ce temps, la Russie n'a aucun intérêt à négocier. Ils veulent une reddition de l'Ukraine, et c'est ce que Poutine laissait entendre. Donc cela soulève une question. Comment les États-Unis ont-ils sorti ce plan de nulle part? Et pourquoi comportait-il autant de points favorables à la Russie que nous avons envoyés à l'Ukraine? Personne n'était impliqué. Nous avons maintenant plus de détails sur cette question. Comme je l'ai dit, nous savons déjà que ce plan a été rédigé par Steve Witkoff et son homologue russe, Kirill Dmitriev. J'ignorais cela. Jared Kushner, le gendre du président Trump, était aussi impliqué, ce qui n'est pas surprenant, mais jusqu'à présent. Il n'a pas été impliqué dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais il a participé à l'accord de paix de Gaza, qui a récemment été signé et ratifié à l'Organisation des Nations Unies. Si je me souviens bien. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise qu'il soit là, mais je pense que c'est la première fois qu'il s'occupe de cette guerre. L'article de Bloomberg précise que Marco Rubio est actuellement secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale. Il n'a pas été impliqué dans la rédaction de ce plan jusqu'à la toute dernière seconde. Même le président Trump n'avait pas vu tous les points avant la dernière minute, mais il a et de l'Ukraine. Cela ne serait jamais arrivé. J'ai hérité d'une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Une guerre qui est une perte pour tout le monde, surtout pour les millions de personnes qui sont mortes si inutilement. La direction ukrainienne n'a exprimé aucune gratitude pour nos efforts, et l'Europe continue d'acheter du pétrole à la Russie. Je veux m'arrêter rapidement et donner du contexte. Les États-Unis ont sanctionné une entreprise et des compagnies pétrolières russes. Tout le monde le sait. Mais nous avons fait une exception pour la Hongrie, l'un des principaux acheteurs de pétrole russe en Europe. Donc, je ne pense pas qu'on devrait blâmer l'Europe pour l'achat de pétrole, alors que nous accordons une exception aux pays qui achètent en nom du pétrole russe. Et en plus de cela, l'Ukraine a récemment signé un accord sur les minéraux avec les États-Unis parce que le président Trump l'a suggéré. La contrepartie de cet accord était que les États-Unis poursuivent leur soutien à la défense ukrainienne. Tout le monde semble l'oublier, sauf Zelensky qui a publié une déclaration juste après le message du président Trump. L'essentiel dans cette situation diplomatique est que seule la Russie a déclenché cette guerre. Et c'est la Russie, et seulement la Russie, qui refuse de mettre fin à cette guerre depuis le début de l'invasion à grande échelle. L'Ukraine remercie les États-Unis, chaque Américain et le président Trump pour l'aide, notamment les Javelins, qui a sauvé des vies ukrainiennes. Merci à tous en Europe, au G7 et au G20, qui nous aident à défendre la vie. Il est essentiel de préserver
Certains problèmes nécessitent encore notre attention. Je pense que le rapport d'aujourd'hui montre que ça valait la peine. C'était vraiment le cas. C'est sans doute notre journée la plus productive sur ce sujet. Peut-être globalement dans notre engagement, mais sûrement depuis longtemps. Mais il reste du travail à faire, et comme c'est un processus qui continue, vous savez, je ne veux pas déclarer la victoire ou la finalité ici. Il reste encore du travail à faire. Mais nous sommes bien plus avancés aujourd'hui à cette heure-ci que lorsque nous avons commencé ce matin et que là où nous en étions il y a une semaine. C'est certain. Que ce soit jeudi, vendredi, mercredi ou lundi de la semaine suivante, nous voulons que ce soit bientôt parce que les gens vont... Entre aujourd'hui et le moment où nous réglerons cela, plus de personnes vont mourir, plus de destructions vont avoir lieu. Notre objectif est de mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps ici. Maintenant, c'est là que parfois cela devient frustrant de couvrir toute cette actualité. Parce que bien sûr, comme Marco Rubio vient de le dire, des gens meurent. Mais il y a un pays qui est responsable de toutes ces morts, et ce pays, c'est la Russie. La Russie est celle qui a commencé cette invasion. Et encore une fois, je comprends qu'ils ne puissent pas le dire publiquement. Ils tentent de négocier la paix. Vidéo.